On commence par le traditionnel vote de début de vidéo. Pour le prochain épisode, je vous propose de voter entre Sucker Punch de Zack Snyder et Lone Ranger de Gore Verbinski. À l'aube des années 70, en pleine explosion du nouvel Hollywood, un certain Brian De Palma sort du circuit indépendant pour réaliser son tout premier film de studio. Le film en question, c'est Get to Know Your Rabbit, une commande de la Warner qui met en scène Tom Smothers et Orson Welles. Le projet semblait réunir tout ce qui plaît aux jeunes cinéastes, le thème de la contre-culture, de la récupération commerciale d'une pratique artistique, et pourtant, De Palma s'engage sans le savoir dans un cauchemar dont il ne ressortira pas indemne. Bridé par le studio, en conflit constant sur le tournage, Brian De Palma finira évincé de son propre film suite à un désaccord de trop entre lui et Smothers. La Warner privilégie un acteur, même s'il s'agit d'une star tombée dans l'oubli, à un jeune cinéaste n'ayant pas fait ses preuves à grande échelle. Des scènes sont retournées, le film est grandement remanié, le montage se fait sans l'accord de Brian De Palma et Get to Know Your Rabbit sortira 2 ans plus tard, avec au bout du compte un échec cuisant tant sur le plan critique que commercial. Si une révolte anti-système planait déjà sur les premières œuvres du jeune cinéaste comme Greetings ou Hi Mom, la colère de Palma ne sera que décuplée par cette terrible expérience. Il se jure alors de ne plus jamais travailler dans de telles conditions et reprend la route de l'indépendance. Colère, frustration, constat pessimiste sur la condition de l'artiste dans une industrie, tous ces éléments vont peu à peu prendre forme dans l'esprit de Brian De Palma. Il ne manque alors plus qu'une petite goutte pour faire déborder le ras-le-bol. Et cette petite goutte surviendra de nulle part. Un jour, alors qu'il monte dans un ascenseur, le cinéaste entend une reprise de la chanson A Day in the Life des Beatles dans une version Muzak, le nom que l'on donne aux musiques d'ascenseur. Ouais, c'était l'instant vocabulaire insolite. Un classique musical aseptisé, dépossédé de son identité propre, pour ressembler à n'importe quel fond sonore générique. Brian De Palma songe alors à exprimer toute sa haine de l'opportunisme mercantile des différentes industries culturelles. Il raconterait l'histoire d'un jeune musicien volé, broyé par l'industrie musicale, qui chercherait à se venger. Ce jour-là, Phantom of the Paradise venait de naître. Vous l'avez compris, pour ce nouvel épisode de Flopbuster, on s'attaque à un flop musical, psychédélique, démesurément ambitieux, bref, on parle de Phantom of the Paradise. And as I live my role, I swore I'd sell my soul for one love who would stand by me. Pour partir en guerre contre le système, De Palma imagine une relecture moderne hybride entre Faust et le fantôme de l'opéra, avec une petite touche de Dorian Gray et Frankenstein pour couronner le tout. L'ensemble sera traversé par tous les courants musicaux de l'époque. La pop, le rock psychédélique, le glam, le hard, même côté artiste, on passera des Beach Boys à David Bowie, sans oublier Janis Joplin ou les Stones, tout le monde sera cité d'une façon ou d'une autre. Le premier combat se jouera du côté du titre. Le premier jet du scénario s'intitule Phantom of the Fillmore, en référence au célèbre auditorium qui a accueilli les premiers pas de Pink Floyd et Jefferson Airplane. Petit problème, le producteur musical Bill Graham s'oppose totalement à l'utilisation du nom Fillmore. Brian De Palma tentera alors Phantom, qui posera problème avec l'éditeur du comics King Features. La 3e chance sera la bonne, le film s'appellera Phantom of the Paradise. Autre changement de nom pour des raisons légales. Le label musical tenu par l'antagoniste Swan s'appelait initialement Swan Song. Sauf qu'il existait déjà un label, Swan Song Records, qui produisait notamment Led Zeppelin et Bad Company. Forcé de trouver un autre nom à la dernière minute, Brian De Palma optera pour Death Records. Moins subtil, mais on ne peut plus clair, Swan incarne un système commercial qui met symboliquement et littéralement à mort ses artistes. Dès l'entame du film, on voit d'ailleurs que c'est ce système cynique qui a droit de vie ou de mort sur les genres musicaux en vogue. Et au passage, ce changement de nom qui est réclamé après le tournage se voit clairement à l'écran puisqu'il a fallu recouvrir le nom Swan Song en post-production de manière plus ou moins discrète. En quête d'un producteur qui lui laissera gérer son film comme il l'entend, Brian De Palma conclut un premier accord avec Martin Ransohoff. Il comprendra cependant que leur collaboration est vouée à l'échec et se servira de l'argent qu'il a touché pour Get to Know Your Rabbit afin de racheter son scénario et sa liberté artistique.
Notons tout de même que les deux hommes finiront par travailler ensemble près de 20 ans plus tard, avec le film Pulsion en 1980. Le cinéaste rencontre alors Edward R. Pressman, un producteur qui accepte de soutenir le projet. Financé pour 1,3 million de dollars, le film sera revendu à la 20th Century Fox pour 2 millions de dollars, une fois le projet totalement terminé. Pour le casting, rien ne va se faire facilement. Dès l'écriture du scénario, De Palma pense à son ancien camarade de classe William Finlay, qui tenait déjà le rôle principal de Sœur de sang, pour incarner Winslow Leach, qui deviendra le fantôme du paradis. Mais le doute s'immisce lorsqu'il rencontre le compositeur Paul Williams. Alors qu'il confie la bande originale du film à Williams, De Palma est à la fois intrigué et fasciné par cet artiste au profil particulièrement atypique. L'alchimie fonctionne si bien entre les deux hommes que De Palma lui propose alors d'incarner Winslow. Après mûre réflexion, Paul Williams lui répond qu'il n'a pas la carrure nécessaire pour ce rôle inquiétant et se dit plutôt intéressé par le personnage de l'antagoniste, Swan. Fortement inspiré de Phil Spector, ce personnage condense à lui tout seul la cruauté, la violence, le cynisme du show business. Et donc logiquement, après cet échange de rôles, Brian De Palma se tourne à nouveau vers William Finlay, qui va bel et bien incarner Winslow. Cette ambiguïté entre Paul Williams et William Finlay continue tout le film, puisque c'est bien Paul Williams qui prête sa voix à l'acteur principal. C'est d'ailleurs particulièrement souligné dans la scène où Swan règle la voix de Winslow. À ce moment-là, c'est bien Paul Williams qui prête sa voix à Finlay, et au-delà de toute la puissance symbolique, on peut tout de même trouver une certaine poésie comique à voir Paul Williams évaluer la qualité de sa propre voix. La quête d'une actrice principale pour Phoenix sera également délicate. Si son budget ne lui permet pas d'aller démarcher des grandes stars, Brian De Palma reste très exigeant. L'actrice doit avoir à la fois une aura quasi mystique, être capable d'une grande puissance dramatique et savoir chanter. Il considère d'abord Linda Ronstadt, célèbre chanteuse qui sera nommée quelques années plus tard aux Golden Globes pour sa performance dans Les Pirates de Penzance. Cependant, Brian De Palma ne voit pas en elle la Phoenix parfaite. Et puis par chance, il se retrouve un soir devant une comédie musicale jouée à New York qui met en scène la jeune Jessica Harper. Dès qu'il entend sa voix, il en est persuadé, c'est la Phoenix parfaite. À l'époque, Jessica Harper n'était pourtant apparue qu'une seule fois au cinéma, et ce uniquement pour faire de la figuration dans Taking Off de Miloš Forman, film pour lequel elle n'est même pas mentionnée au générique. Ce tout premier rôle principal sera le début d'une belle carrière et lui permettra de tourner par la suite chez Dario Argento, Woody Allen, Jim Sharman ou encore Steven Spielberg. Pour incarner le groupe fictif des Juicy Fruits, Brian De Palma contacte tout d'abord les Rolling Stones, qui voient certainement d'un très mauvais œil le regard critique du cinéaste et ne daignent même pas lui répondre. Le réalisateur se tourne alors vers les Sha-Na-Na, un groupe parodique formé en 1969. Les musiciens acceptent avec plaisir, mais sont contraints d'annuler à moins de 20 jours du début du tournage. Notons au passage que les Sha-Na-Na finiront bel et bien par apparaître au cinéma quelques années plus tard pour le film Grease. Et une toute dernière anecdote de casting, dans l'équipe technique travaillant sur les décors, on trouve une jeune femme nommée Sissy Spacek. Personne ne se doutait alors qu'elle travaillerait à nouveau pour Brian De Palma 2 ans plus tard, mais cette fois-ci en tant qu'actrice principale du film culte Carrie. Le tournage débute en novembre 1973 et le cinéaste sait qu'il ne dispose que de 2 mois pour tout filmer, essentiellement en raison du budget très limité de son long métrage. Réputé pour son travail extrêmement méticuleux avant même le tournage, De Palma anticipe quasiment chaque seconde à l'écran avec une précision folle. I constantly try to look at the location, figure out how to dramatize and visualize what is in the script and try to find a way that you integrate what you're trying to convey with the visuals in a unique way. That was very much happening in Phantom, and I've done it through all my movies basically. Mais comme dans tout projet maudit qui se respecte, rien ne se passe comme prévu. Le chef décorateur Jack Fisk renvoie toute son équipe dès le premier jour. Les techniciens tombent tous malades à Dallas, en grande partie à cause des chambres d'hôtel miteuses et sans chauffage dans lesquelles la production les loge. En raison de conflits entre syndicats routiers, les rushs arrivent avec énormément de retard et condamnent Brian De Palma à devoir sacrifier plusieurs journées de tournage simplement pour avoir une idée du rendu final. Viennent également les problèmes de santé.
L'acteur Gerrit Graham, qui interprète l'extravagant Beef, était si mal lors du tournage de son grand numéro musical Life at Last qu'il parvenait à peine à marcher entre les prises. Et honnêtement, ça rend sa performance explosive encore plus impressionnante. À cette bonne ambiance s'ajoutent évidemment des problèmes financiers. Le producteur Edward Pressman n'a pas toujours les fonds nécessaires pour rémunérer les techniciens, qui finissent tout simplement par directement l'escorter de force jusqu'à la banque afin de récupérer leur salaire. Ce manque de moyens va nuire à tout un pan technique du film. Les costumes doivent être retouchés autant que possible pour ne rien gâcher, les effets pratiques doivent se faire de la façon la plus économe possible, et la production a du mal à trouver suffisamment de figurants pour les scènes de foule. Et du côté des maquillages, si tout le crédit revient officiellement au célèbre John Chambers qui avait travaillé sur La planète des singes ou la série Star Trek, les frères Burman, deux de ses employés, créent le casque iconique de Winslow. Autre anecdote à propos de ce fameux casque. Alors que le tournage bat son plein, un certain George Lucas rend visite à son ami Brian De Palma. Il est alors impressionné par l'image saisissante du casque, la respiration puissante, la voix électronique. Il prend quelques notes qui finiront dans un petit scénario fou qu'il écrit à l'époque. Allez, petit indice, le personnage inspiré de Winslow s'appelle Dark Vador. 11 mois après le premier jour de tournage, Phantom of the Paradise est enfin prêt. Tournage bouclé, montage terminé, mixage sonore particulièrement soigné, Brian De Palma croit dur comme fer dans la puissance artistique de son long métrage, et tout son entourage lui confirme, ce film-là sera celui de son explosion. Le 31 octobre 1974, le National Theatre de Los Angeles diffuse la toute première séance mondiale de Phantom of the Paradise. Et le constat est quasiment immédiat, le public ne répond pas présent au rendez-vous. Le film ne récoltera même pas 20 000 $ sur son premier week-end d'exploitation aux États-Unis. Après 2 mois de course, il franchit péniblement la barre des 250 000 $ de recettes, très loin de rembourser un budget pourtant limité. Et si l'accueil est meilleur dans certains pays, notamment au Canada, territoire où l'album du film se vendra particulièrement bien, ça ne suffira pas à compenser les pertes locales. En France, le film dépasse le 1 million d'entrées et reçoit un accueil critique des plus élogieux. Aux États-Unis, là encore, la presse n'est pas franchement emballée. Une terrible parodie rock'n'roll pour le Daily News. Un cinéaste incapable de filmer des relations humaines touchantes selon le New Yorker, alors que le New York Times regrette la bêtise d'un film qui tenterait de parodier un courant artistique déjà parodique. Pour le fameux Siskel, du duo Siskel et Ebert, c'est un triste 2 sur 4, sans conviction. Bref, si une partie de la presse ne s'y trompe pas, le retour général est catastrophique. Comme toujours avec ce genre d'œuvre culte, il faudra attendre la sortie vidéo pour que le film se crée une petite communauté dévouée et fidèle. Dès les années 90, Phantom of the Paradise bénéficie de ressorties en salle et les nouvelles générations adorent ce qu'elles découvrent. À partir de 2005, la ville de Winnipeg au Canada accueille le festival Phantompalooza en honneur du film. Une foule de fans absolus traverse tout le pays pour y assister. Si bien que l'année suivante, pour la 2e édition du Phantompalooza, une bonne partie du casting original se déplace à Winnipeg, dont Paul Williams, qui y joue un concert historique. En 2014, on a enfin droit à une sortie Blu-ray, ce qui permet une fois de plus de remettre cette œuvre unique en avant. Phantom of the Paradise aura inspiré des dizaines d'autres œuvres et artistes à travers les décennies. Les casques des Daft Punk qui ont affirmé au New York Times avoir vu le film plus de 20 fois. Celui de Femto dans le manga culte Berserk. Le flop culte de Brian De Palma est cité comme un modèle par des cinéastes comme Guillermo del Toro, Edgar Wright, Christophe Gans, Bret Easton Ellis, par le musicien Sébastien Tellier. Bref, Phantom of the Paradise influence le monde de l'art depuis bientôt 50 ans et n'a toujours pas pris une ride dans la pertinence de son propos et la folie de sa mise en scène. And today we're going to look at a very, very favourite film of mine, Brian De Palma's Phantom of the Paradise. Un paradoxe passionnant pour une œuvre qui est elle-même particulièrement référencée, entre les références littéraires évidentes, mais aussi la relecture de la séquence de la douche dans Psychose, les clins d'œil à Orson Welles et de façon évidente l'assassinat de Kennedy, dont le spectre pèse sur toute la narration, particulièrement la séquence finale. Mais alors Phantom of the Paradise, qu'est-ce que ça vaut? Et pourquoi c'est culte? Brian De Palma voulait livrer une œuvre à vif, brutale, sur le rapport violent entre artiste et système, et de ce côté-là, c'est une réussite totale. Attention, à partir de maintenant, on va spoiler bien méchamment, donc si vous n'avez toujours pas vu le film, foncez le découvrir et revenez après.
Le condensé de références littéraires et artistiques en fait une œuvre unique. À l'image du mythe de Frankenstein, qui est convoqué à de nombreuses reprises dans le récit, on se retrouve avec une sorte de collage de genres, de registres, d'esthétique et de style de mise en scène. On alterne ainsi entre la pure expérimentation psychédélique, le grotesque, l'horreur, la romance, le thriller, tout cela en à peine 1h30 de film. L'expérience est d'une intensité rare, un rugissement ininterrompu dont les niveaux de lecture et la profondeur sont tout simplement insensés. On pourrait passer des heures à analyser toute la symbolique de l'œuvre, l'imagerie liée aux oiseaux par exemple, entre le casque de Winslow, le prénom de Swan, ainsi que l'image de son label, les plumes que porte Phoenix sur sa robe, et j'en passe. On pourrait également discuter de la notion de pacte. En effet, le film réécrit avec subtilité le mythe de Faust. Certes, Winslow est prisonnier d'un pacte cruel dans lequel il n'a aucun gain personnel, si ce n'est l'espoir de voir Phoenix interpréter ses chansons. Mais Swan n'est pas totalement le grand manipulateur intouchable qu'il prétend être. Lui aussi est dépendant d'un pacte. Sa position de domination absolue ne dépend au final que d'une pellicule qui peut brûler avec une facilité déconcertante. On y voit évidemment une réflexion sur le pouvoir des images, la responsabilité de ce qui est mis en scène. Brian De Palma pousse la métaphore tellement loin qu'il dévoile cet accord par une mise en abîme particulièrement appuyée. La pellicule est projetée sur un écran de télévision et nous la découvrons à travers le regard de Winslow. Tout est une question d'image et de regard. Personne n'est libre dans ce système commercial. Winslow est prisonnier de Swan. Swan observe le vieillard qu'il devrait être avec une angoisse maladive, comme le Dorian Gray moderne qu'il représente. Et même Phoenix, qui semblait pure et passionnée, finit prisonnière de son envie de gloire une fois qu'elle goûte à la scène devant un public en folie. Tous finiront littéralement ou symboliquement sacrifiés pour et par le spectacle. Dans un élan de violence hystérique, le final nous présente un public grégaire, presque zombifié, qui ne peut atteindre l'extase que face au drame le plus extrême. Comme si le monde du spectacle nous avait désensibilisés, à tel point qu'il nous faudrait désormais du sang en direct pour venir chercher quelque chose de nouveau, pour retrouver l'excitation et le goût du risque. Mais plus fou encore, on a l'impression qu'avec ce film, Brian De Palma annonçait déjà largement la mort du nouvel Hollywood et la récupération de ses figures de proue par les gros studios. Cet aspect presque prophétique rend la critique encore plus terrible, avec un propos aussi réaliste que radical. Qu'importe la contre-culture, à partir du moment où elle gagne en popularité, elle finira inévitablement récupérée, dévitalisée, transformée en valeur marchande. Ce constat visionnaire sera à nouveau porté 2 ans plus tard par le sublime Network de Sidney Lumet, mais aussi par Scorsese dans La Valse des Pantins en 1982. Une façon de rappeler que l'art et le spectacle finissent par n'être que de l'artificiel, qu'une vaste farce entre les mains d'un système bien trop huilé et trop établi pour être renversé. Au passage, la récupération à venir du nouvel Hollywood collait parfaitement avec la culture rock. Un genre musical contestataire, anti-système, qui a bousculé toutes les conventions à une certaine époque, avant d'être récupéré, lissé, transformé en genre musical plus présentable, plus facile à vendre. C'est d'ailleurs pour moi une erreur d'accuser le film d'être une parodie à proprement parler du mouvement rock. Ce qu'il dénonce, ce n'est pas l'aspect outrancier de l'imagerie rock, mais bien la violence grotesque des producteurs. Les hommes en costume bien sous tout rapport qui soignent les chiffres et les ventes, c'est là que se trouve l'horreur réelle de Phantom of the Paradise. Pas dans le spectacle gothique d'un musicien défiguré en quête de vengeance. The paradise is more magnificent than I ever dreamed. Sure, how often's a rock star fried on stage? Quite an attraction. D'ailleurs, ce qui a peut-être refroidi le public, c'est aussi la posture particulièrement violente de Brian De Palma à l'égard de la foule. Le cinéaste reste totalement conscient que la suprématie des studios repose sur le grand public. Une fois encore, on le voit particulièrement sur les séquences de concert, dont le grand final. La foule est filmée comme une entité unique, sans le moindre esprit critique, prête à consommer massivement et passivement tout ce qu'on lui donnera. Dans cet univers quasiment dystopique, le pouvoir totalitaire repose sur la collaboration d'une foule qui consent, qui permet au système d'exister tel qu'il est. Et forcément, insulter ouvertement les spectateurs n'était peut-être pas la façon la plus évidente de s'assurer un succès commercial. D'une certaine manière, Phantom of the Paradise arrivait exactement au moment pivot du nouvel Hollywood. 1 an plus tard, un de ses membres les plus prometteurs crée la première fissure majeure dans le mouvement indépendant. Il s'appelle Steven Spielberg, et avec Les Dents de la Mer, il donne vie sans le savoir au blockbuster moderne.
Un modèle qui sera savamment étudié par les studios au fil des années afin de se rapprocher le plus possible d'une recette miracle au box-office. Recette qui viendrait totalement achever la liberté de création à Hollywood. On pourrait même prêter au film un côté avant-gardiste qui pouvait annoncer la folie des Midnight Movies. Difficile de ne pas voir le lien avec le Rocky Horror Picture Show, autre folie musicale et visuelle qui sortirait à peine un an plus tard. De son côté, Brian De Palma continuerait à voguer à contre-courant et se plongerait corps et âme dans un nouveau projet intitulé Obsession. Il tentera une fois de plus de raviver la flamme du polar hitchcockien à une époque où la norme devenait le grand spectacle. Visionnaire, son Phantom of the Paradise reste une preuve éclatante de son génie absolu. Don't write something off as a failure too quickly. In 1974, the world ignored Phantom of the Paradise. Today, thanks to you, thanks to the people who love Phantom of the Paradise, it's alive enough for people like Edgar Wright to know it and care for it. And someday maybe I'll get a job with him. You never know. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Flopbuster. Merci à tous pour votre soutien. N'hésitez pas à commenter, à liker, partager. Votez également en commentaire pour le prochain épisode. Et on se retrouve très bientôt. The days are long and the nights are frightening. Nothing matters anyway, and that's the hell of it.